On revient en plateau avec notre invitée Yasmina Asragui. Vous êtes donc chercheuse associée à Princeton et donc à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier livre qui est paru, donc Le Mirage de la paix aux éditions Passé Composé. On vient d'entendre Serge évoquer la situation au Liban avec les autorités libanaises qui effectivement pointent du doigt les interventions du Hezbollah en territoire israélien. Finalement, est-ce qu'on n'essaye pas là, en tout cas, est-ce que les autorités libanaises n'essayent pas là de calmer le jeu et puis aussi de donner des gages à Washington? Alors la situation au Liban est aujourd'hui très inquiétante et quand on se réveille effectivement avec le Hezbollah qui de manière unilatérale a décidé d'envoyer sur Israël plusieurs missiles, c'est l'entièreté du peuple libanais qui met en danger et la réponse israélienne a été extrêmement rapide, ce qui signifie tout de même qu'ils étaient préparés à cette éventualité, que depuis le 7 octobre, vous avez une guerre sur plusieurs fronts qui se joue et les Israéliens ont en tête différents scénarios. Le Hezbollah, les Houthis qui répondraient prochainement au Yémen, au-delà de ce front qui est en ce moment même en train de jouer entre l'Iran et Israël. La situation libanaise et sa particularité fait que la géographie dessert l'entièreté du peuple et même si ces frappes israéliennes sont concentrées sur le Hezbollah dans la banlieue sud à Dahieh, c'est l'entièreté de cette ville qui est aujourd'hui sous tension avec des mouvements de population, avec des familles entières qui essayent de quitter les villages puisque plusieurs alertes israéliennes leur ont demandé de sortir des villages, notamment dans la région du nord-est de la Beka. Et donc cette situation est extrêmement compliquée. Les Américains ne sont pas dans une phase pour l'instant de négociation ni avec les Iraniens ni avec le Hezbollah. Et l'heure aujourd'hui est évidemment à l'inquiétude et à une inquiétude d'une escalade régionale. Donc le Hezbollah qui a tiré des missiles, mais aussi des drones. Quelle lecture faites-vous de cette intervention du Hezbollah dans le conflit en cours ? Alors, il faut rappeler tout de même que le Hezbollah est fortement affaibli et qu'il est, depuis maintenant 2 ans, dans une posture qui est extrêmement différente. Il est rentré dans une espèce de négociation où la question du désarmement du Hezbollah était au cœur des négociations entre l'ambassadeur américain Tom Barak, l'ambassadeur turc en Turquie des Américains Tom Barak et la force politique libanaise. Et donc la question du désarmement était au cœur du sujet. Ils ont souhaité faire certains compromis dans le sud du Liban. En revanche, dans le nord, dans cette région nord-est de la Beka, c'est là que le point de chute et organisationnel de ce groupe persiste. Et donc vous avez eu ces frappes extrêmement violentes côté israélien. Et tout simplement, l'idée quelque part que si le Hezbollah ne répondait pas, même de manière symbolique, à l'assassinat de l'ayatollah et donc de son investisseur principal, c'était quelque part acter la mort du Hezbollah. Et c'est effectivement un espèce de geste de survie idéologique qu'ils essayent de faire en portant avec eux le peuple libanais qui n'a absolument rien demandé. Vous avez employé le mot de symbolique là pour vous, d'après votre lecture des événements. On est dans une opération symbolique du Hezbollah ? Ils ne sont absolument pas capables d'engager sur le long terme une guerre de front à front avec Israël. Ce n'est pas envisageable. Donc on est effectivement dans l'ordre du symbolique puisqu'ils ne peuvent absolument pas ni maintenir sur le long terme ni sur le très long terme une capacité. En revanche, les Pasdaran et les gardiens de la Révolution ont envie de montrer que leur axe de la résistance qui existe toujours et n'est pas mort avec l'ayatollah. Et cet axe de la résistance, puisqu'on vient d'évoquer le Hezbollah, mais il n'y a pas que le Hezbollah dans ces fameux proxys, dans ces fameux soutiens. Quels sont les soutiens aujourd'hui sur lesquels le régime iranien peut compter dans la région ? Alors le régime iranien est affaibli et il est, l'axe et le bloc principal, Iran, Chine, Russie, on voit bien que les Russes ne viennent pas au secours des Iraniens. On voit bien que les Chinois ne viendront pas au secours des Iraniens. Et donc, ce qui leur reste, quelque part, c'est ces milices chiites, clairsemées dans certains pays arabes encore, dont le souhait profond de ces pays, on vient de parler du Liban, est réellement d'obtenir une souveraineté, une sécurité et de privilégier le sort des Libanais avant le sort du Hezbollah ou de l'Iran. Et donc vous avez là
à mon avis, la fin aussi et le paroxysme maximal de cette idéologie du régime islamique, puisque les peuples eux-mêmes n'en peuvent plus. Et donc, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent passer totalement à une nouvelle histoire qui va s'inscrire dans, à mon avis, la refonte et la pensée profonde de l'État-nation arabe. L'État-nation aujourd'hui arabe, pas qu'au Liban, aussi dans le Golfe, parce que les pays du Golfe sont attaqués dans leur souveraineté, quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu auparavant, avec des tirs de missiles, des images assez dramatiques à Dubaï ou à Abu Dhabi, quand on voit des hôtels de luxe prendre feu. Tout ça n'est pas habituel dans cette région, et il y a une véritable conscientisation du besoin de protéger et défendre les intérêts des pays arabes comme un bloc. Là, vous évoquez les pays du Golfe touchés. Vous restez avec nous. On va faire un gros plan sur la situation justement dans la région avec ce focus sur les expatriés français dans les pays du Golfe. L'inquiétude règne alors que l'espace aérien est fermé. Depuis le début des frappes israélo-américaines, c'est toute la région qui est déstabilisée. Dubaï, Qatar, Koweït, les ressortissants français sont sidérés. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Une épaisse fumée noire planant au-dessus de Dubaï. Stigmate des nouvelles frappes iraniennes sur l'Émirat hier. Des centaines de missiles, de drones et des explosions qui plongent la population dans la peur. Environ 35 000 Français résident dans l'Émirat. J'ai entendu, on va dire, 5 détonations, dont une énorme. Je suis encore un peu sous le choc. Je tremble beaucoup. J'ai peur. De quoi pousser certains expatriés à vouloir rentrer en France. Idem pour les nombreux touristes venus à Dubaï pour les vacances. Problème, l'espace aérien d'une grande partie des pays du Golfe est complètement fermé jusqu'à nouvel ordre. J'ai l'agence de voyage qui nous a prolongé le séjour à l'hôtel, c'est déjà super. Par contre, c'est difficile de joindre les compagnies aériennes et le consulat n'en sait pas beaucoup plus. Il y a eu d'autres missiles qui sont passés au-dessus de l'hôtel. Là, on vient de voir apparemment, j'ai entendu 2 avions qui sont passés aussi devant l'hôtel. Et voilà, on est tout simplement en attente en ce qui concerne notre retour en Europe. Certains influenceurs présents sur place ont partagé leur inquiétude avec leurs abonnés. Je sais pas si c'est la pire journée de ma vie, mais je pensais pas voir ça un jour. Air France a prolongé ses annulations depuis et vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad, au moins jusqu'à mardi. Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé ce matin. Vous avez pu le suivre sur France 24. Il a regretté la décision unilatérale des États-Unis de frapper l'Iran. On l'écoute. L'intervention décidée unilatéralement par Israël et les États-Unis d'Amérique aurait mérité d'être débattue dans les instances collectives prévues à cet effet. Chacun aurait ainsi pu prendre ses responsabilités, car ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que le recours à la force peut revêtir la légitimité nécessaire. Et on revient en plateau avec notre journaliste politique Flore Simon. Bonjour Flore. Alors l'exécutif est très mobilisé après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et plusieurs réunions ont eu lieu. Oui, tout à fait. Alors, en effet, cette réunion de crise autour de Jean-Noël Barrot ce matin. Et puis, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a réuni 2 conseils de défense ce week-end, un samedi soir et un dimanche soir, avec les ministres concernés, mais aussi le chef d'état-major des armées. Alors, il y a plusieurs objectifs dans ces réunions, et notamment dans ces conseils de défense. Le premier objectif, c'est évidemment de protéger, en tout cas de tout faire pour protéger les ressortissants qui vivent dans la région. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères a estimé qu'il devait être au nombre de 400 000, donc vous voyez que c'est quand même assez important. Et la France a dit espérer les évacuer dès que la situation le permet, parce que pour l'instant, l'espace aérien au Moyen-Orient est fermé, évidemment, à cause des bombardements. Deuxième objectif aussi, bien sûr, de ces conseils de défense, c'est d'assurer la protection des bases militaires françaises dans la région. Il y aurait 5000 militaires français au Moyen-Orient. Et évidemment, la crainte du gouvernement, c'est que ces bases militaires, même si la France n'a pas frappé en Iran, soient finalement les victimes collatérales de cette offensive qui a donc commencé samedi. Et puis d'ailleurs, on l'a vu, puisqu'à Abu Dhabi, la base navale militaire française a été donc frappée par des drones iraniens sans faire de victimes. Alors, ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a estimé que la France se dit prête à participer à la défense des pays du Golfe si ceux-ci en font la demande. Et puis, hier soir, Emmanuel Macron, en préambule du Conseil de défense, a appelé à rehausser la posture de défense de la France. On écoute le chef de l'État. Tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif
pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Voilà, et puis autre objectif encore de ces réunions, de ces conseils de défense, c'est évidemment la sécurité nationale, puisque la crainte aussi du gouvernement, c'est qu'il y ait des représailles après la mort d'Ali Khamenei ici en France, d'éventuelles attaques terroristes. Donc, et autre objectif, quatrième objectif aussi, c'est évidemment la question des conséquences économiques que cette guerre pourrait avoir, notamment avec l'augmentation du prix du pétrole. Une chose importante, Hendrik Helling tout à l'heure, le chef de l'État se rend à l'île Longue, c'est dans le Finistère, il va prononcer un discours sur la dissuasion nucléaire. C'est prévu de longue date, sauf que évidemment ce discours qui doit débuter à 15h15 tout à l'heure cet après-midi va prendre une tournure particulière, avec évidemment l'intervention américano-israélienne en Iran samedi soir. Et Flore, les politiques ont largement réagi après les bombardements israélo-américains. Oui, alors du côté des macronistes, ce matin, Gabriel Attal, patron de Renaissance, n'a pas condamné l'intervention israélo-américaine en Iran, a dit considérer que le droit international ne peut pas être un bouclier pour ceux qui le bafouent matin, midi et soir. On l'écoute. Si la finalité de cette opération est de faire tomber effectivement le régime des mollahs et de rendre sa liberté au peuple iranien, oui, bien sûr. Et il faut que la finalité de cette opération, ce soit véritablement cela, et de rendre la liberté au peuple iranien. Le droit international ne peut pas être un totem d'immunité pour ceux qui ne le respectent pas et qui le violent matin, midi et soir. Voilà, et puis hier, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a salué la disparition d'un dictateur sanguinaire qui a avili son peuple. Alors la gauche, elle, parle d'une même voix, c'est-à-dire qu'ils disent tous que finalement, très bien qu'Ali Khamenei soit mort, tout en accusant malgré tout les États-Unis et Israël de bafouer le droit international. Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, a dénoncé l'attaque américaine dans un tweet ce week-end. La mort d'Ali Khamenei, bourreau du peuple iranien, ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Enlever ou assassiner les dirigeants dont on combat la politique reste la négation de tout droit international. Idem du côté des écologistes. Marine Tondelier, elle a estimé sur France 3 qu'on ne peut que comprendre les images de liesse et des gens qui se réjouissent en Iran. Par contre, la manière dont s'y prennent les États-Unis est inacceptable. Et puis encore d'autres réactions à droite et à l'extrême droite. Oui, alors à droite, du côté de Jordan Bardella, donc président du Rassemblement national, Jordan Bardella a constaté sur X que les États-Unis et Israël ont pris la décision de frapper le régime terroriste des Mollahs. Et il a estimé qu'un changement de régime adviendrait, mais qu'il ne pourra être légitime et durable que s'il émane du soulèvement du peuple iranien. Évidemment, ce jour d'après, c'est la grande question qui va se poser en Iran. Bruno Retailleau est à peu près dans la même veine, le président des Républicains, face à la menace nucléaire et balistique que fait peser le régime terroriste des Mollahs sur la stabilité du Moyen-Orient et du monde. L'intervention américano-israélienne marque un tournant historique, mais ne nous leurrons pas sur les conséquences d'un retour unilatéral à la force. Le peuple iranien, il faut qu'il parvienne à reprendre en main son destin. Donc voilà, vous voyez que les positions des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Quoi qu'il en soit, et Jordan Bardella et Marine Tondelier ont demandé à ce que le président de la République réunisse les partis politiques représentés au Parlement. Et le gouvernement n'a pas fermé la porte, mais pour l'instant, on ne sait pas si cette réunion aura lieu. Merci Flore. Yasmina Asragui, je me tourne vers vous très rapidement. Finalement, la position de la France, ça veut dire que là, pour une issue, il faut absolument que la communauté internationale se mobilise ? Alors, si vous voulez, comme l'été dernier, en juin, quand il y avait eu cette guerre des 12 jours entre Israël, les États-Unis et l'Iran, la France a été spectateur. Et aujourd'hui, nous sommes spectateurs, mais nous avons des intérêts dans la région. Nous avons des ressortissants à Dubaï, à Abu Dhabi, qui se réveillent aujourd'hui face à des explosions, notamment au niveau de la base française. Nous avons des compatriotes dans cette région et nos intérêts sont donc nécessairement en première ligne. En revanche, ce qui est important de noter, c'est que l'accélération de cette histoire que souhaite provoquer Donald Trump a été rationalisée par sa grande théorie de la paix par la force. Et donc, si les diplomates du Quai d'Orsay et nos militaires sur le terrain ont bien compris ce qui se jouait, ils ont su en temps réel potentiellement que les négociations ne pouvaient pas déboucher.
je veux dire, les Français connaissent, connaissent les négociations nucléaires et ont une immense expertise là-dedans. Donc, des négociations du niveau du JCPOA d'Obama en 4 jours, ça aurait été impossible. Donc, nous savions que le recours à la force allait être l'étape d'après dans cette région. Maintenant, à nous de mobiliser et de prévenir l'escalade, notamment dans le Golfe et au Liban. Merci à toutes les deux. Restez avec nous sur France 24. L'édition spéciale se poursuit dans un instant.